Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Scratch en ligne. Ce petit tutoriel va vous être utile évidemment pour pouvoir utiliser Scratch à la fois chez vous mais aussi partout dans le monde. Vous allez aussi grâce à ce petit tutoriel découvrir les quelques fonctionnalités de Scratch pour pouvoir réussir vos exercices. Alors dans un premier temps il faut aller sur la page de Google, vous allez taper dans la barre de recherche Scratch, voilà. Vous lancez et vous prenez scratch.meet.edu. Une fois arrivé sur la page de Scratch, vous le laissez charger et vous pouvez faire en haut, regardez, marqué Créer. Je clique sur Créer. Le système se lance. Donc là, vous pouvez éliminer directement la page verte qui est en plein milieu, qui est un petit tutoriel. Voilà, et on se retrouve avec le système de Scratch en ligne. À partir de là, vous pouvez bien évidemment faire tout ce que vous voulez pour pouvoir faire vos exercices. Vous remarquerez déjà que je n'ai pas eu besoin de me connecter, je peux directement travailler sans avoir créé de compte. Je peux aussi enregistrer ou charger quelque chose, nous le verrons après. Dans un premier temps, je vais vous montrer la barre de gauche. Donc ici, vous avez toutes les possibilités des blocs que vous pouvez intégrer à Scratch. Ensuite, à côté, vous avez costume, vous pouvez changer les costumes de votre lutin. Encore à côté, vous avez son, vous pouvez y mettre un son si vous voulez, vous pouvez lancer ou créer un son, déposer un son. Je reviens donc sur la partie code. Au-dessus de la partie code, vous avez une petite planète. Vous pouvez bien évidemment changer la langue si nécessaire. Bon, nous, on va rester en français. À côté, vous avez le dossier fichier. Avec fichier, vous pouvez faire un nouveau projet. Vous pouvez, avec Load from your computer, aller chercher un projet que vous avez sur votre ordinateur. Et enfin, le dernier, vous pouvez enregistrer le projet que vous avez créé sur votre ordinateur pour pouvoir éventuellement rendre votre copie ou le modifier plus tard. Les autres, nous n'allons pas les utiliser pour l'instant. En plein milieu, ici, vous pouvez voir que c'est la zone où vous pouvez déposer des blocs. Ces blocs sont à l'effigie avec un petit lutin qui est représenté par rapport au lutin qu'on voit à droite. Ça nous explique que tous les blocs que vous allez installer à l'intérieur vont permettre de faire bouger ou modifier le lutin, et celui-là, pas d'autre. Encore à droite, vous voyez ici donc le lutin qui est cette fois-ci avec la totalité de sa couleur. Vous allez pouvoir, en fonction du programme que vous avez fait, voir le lutin évoluer dans le monde tout blanc qui est autour. Au-dessus, vous avez un drapeau vert et un bouton stop. Le drapeau vert, c'est pour lancer le programme, le bouton stop, c'est pour arrêter. Tout en dessous, vous avez les différents lutins que vous pouvez déposer ici. On peut rajouter un lutin et vous pouvez modifier l'arrière-plan. Alors, nous voici maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons maintenant se concentrer pendant quelques temps seulement sur le lutin. Donc, dans un premier temps, je vous demanderai de regarder en bas à droite de votre écran, vous avez l'explication du lutin. Ici, il y a marqué Sprite. Sprite, ce sera évidemment le nom du lutin. Donc, je peux modifier, je vais lui mettre, par exemple, quand je rentre dedans, je vais l'appeler chat. Voilà. À côté, j'ai la position en X et en Y de mon chat. Je peux, par exemple, si je ne veux pas qu'il soit pile poil au milieu du centre de mon carré blanc, je peux le décaler de 50 en X. Si je clique à côté, on voit que le chat s'est déplacé. De même en Y, cette fois-ci je vais le faire en négatif, je vais le faire donc descendre de 50 et il va en négatif, plus vers le bas. Je vais tout remettre à 0. Voilà. Après, on a affiché. Dans la partie affichée, vous pouvez, si l'œil est en bleu, voir votre lutin. Si vous cliquez sur l'œil barré, votre lutin disparaît.
Ça peut être utile quand vous voulez cacher un lutin temporairement pour pouvoir mieux voir sur l'aperçu. Nous avons ensuite sa taille, nous pouvons augmenter ou diminuer le lutin. Par exemple ici je vais le diminuer de 50 et on voit que le lutin a diminué de moitié. Je vais le remettre à sa taille normale. La direction qui est ici, donc on vous donne un aide de direction. Ça va dépendre un petit peu de comment on veut orienter son lutin. En dessous, comme je vous l'avais dit dans la première partie, c'est là que vous allez rencontrer tous vos différents lutins. Vous voyez que le lutin en question qui est utilisé, c'est le lutin chat que je peux éliminer avec la petite corbeille, mais je peux rajouter un lutin, ce que nous allons faire bien évidemment. Donc je vais aller sur le petit chat et je vais cliquer sur choisir un sprite. Je clique dessus. Ça va donc me charger tous les lutins préprogrammés dans Scratch. Bien évidemment, on peut en rajouter si nécessaire. Mais là, on va s'intéresser seulement, allez, nous allons prendre une cloche. Donc ça va me rajouter une cloche. Encore une fois, toujours les mêmes problèmes. On peut évidemment lancer un nouveau nom. Plutôt que de l'appeler belle, je vais l'appeler cloche. Voilà. Il s'avère que ma cloche est un petit peu trop grande, donc je vais diminuer sa taille et je vais la mettre à 40%. Comme ça, on obtient une cloche à peu près correcte. Là, encore une fois, je vais pouvoir déplacer à volonté ma cloche. Je peux normalement aussi, en cliquant sur la cloche, la déplacer de manière manuelle. Vous remarquerez que les X et les Y ont été modifiés en temps réel. Nous allons maintenant nous concentrer sur la partie scène qui est tout en bas à droite. Comme vous pouvez le voir, là actuellement dans la partie scène, on nous dit qu'il y a un arrière-plan qu'il a nommé 1 qui est totalement blanc. Nous pouvons bien évidemment rajouter un arrière-plan. En dessous, la petite icône bleue, quand vous cliquez dessus, il vous propose des menus. Le premier, d'importer un arrière-plan. Mettons une image que vous auriez prise avec un appareil photo. Vous pouvez la télécharger dans Scratch. Vous pouvez lui demander surprise. Il va récupérer un arrière-plan déjà préprogrammé de Scratch et va vous le proposer. Vous pouvez peindre, c'est-à-dire directement dessiner votre arrière-plan. Et bien évidemment, choisir un arrière-plan. C'est le même bouton que celui-ci. On va cliquer. Il nous propose une suite d'arrière-plans. Mettons, on va aller à Malibu. Et ça va nous mettre une image de Malibu avec toujours nos deux lutins qui n'ont toujours pas disparu. Comme vous pouvez le voir en bas, arrière-plan, il y en a deux. On pourrait se poser la question du pourquoi. Si nous cliquons sur scène, il devient bleu et on voit que sur la partie gauche, les choses ont changé. La partie code, on peut coder directement certaines possibilités dans les arrière-plans, mais tout n'est pas accessible. Vous avez dessiné dans l'arrière-plan où on peut le modifier à volonté. Et enfin, vous pouvez revenir sur l'arrière-plan du premier qui était avant. Donc au fur et à mesure que vous rajoutez des arrière-plans, vous les aurez dans votre banque de données et vous pourrez ainsi passer d'un arrière-plan à un autre. Donc nous allons maintenant commencer la troisième partie de ce tutoriel, la partie la plus importante, le codage. Mais avant ça, je veux vous montrer une chose. J'ai cliqué sur mon lutin chat. Et ce lutin chat, si je vais dans la partie costume de ce lutin, je vois que il y a deux costumes. Un costume les pattes écartées et un costume les pattes resserrées. Et effectivement, on peut passer d'un costume à un autre dans notre programmation. Si ce costume-là ne me convient pas, je peux le modifier à volonté avec les outils qui sont mis à ma disposition. Je reviens maintenant dans la partie codage. Alors dans la partie codage, vous avez deux parties. Vous avez ici des onglets de type raccourci qui vous permettront d'aller rapidement vers les éléments de codage. Et dans chacun d'entre eux, par exemple ici je suis dans événements, je vais avoir les différents blocs que l'on va retrouver dans événements. Si je monte au-dessus, on voit que ça devient rose. Effectivement, je suis dans la partie son. Si maintenant je vais dans apparence, et mouvement, vous voyez que la barre
d'ascenseur monte et descend en fonction de ce que j'ai cliqué. Donc je peux le faire manuellement ou très rapidement pour passer de mouvement à opérateur, par exemple, pour aller le plus vite possible et perdre le moins de temps possible. Tout programme doit commencer par un événement. Donc ici, dans les premiers événements, vous avez ces blocs que l'on voit avec une sorte de petite arc de cercle au-dessus. Ça montre un début de programme. Donc le grand classique, c'est ce début de programme qui est ici, que je dépose en plein milieu, qui dit quand j'appuie sur le drapeau vert, alors tout ce qui est marqué en dessous va s'activer. Donc le drapeau vert, je rappelle qu'il est ici, en haut, et si j'ai codé correctement quelque chose pour mon lutin, il va faire ce qu'il lui est demandé. Ce n'est pas la seule possibilité, on voit ici une autre qui est très intéressante. Quand je touche une touche du clavier, donc là par exemple c'est la barre d'espace, mais je peux modifier avec toutes les barres qui m'intéressent, voilà. Alors, il va se passer quelque chose. Si ce morceau ne m'intéresse pas, je vais cliquer, le remettre à sa place et il a disparu du programme. Il y en a d'autres, je vous laisse les découvrir. Moi, celui qui va m'intéresser pour l'instant, c'est si je clique sur le drapeau vert, alors une action se fait. J'ai envie de faire déplacer mon chat dans les X. Donc si c'est un déplacement, c'est que c'est un mouvement. Je vais aller donc cliquer dans mouvement, je arrive sur des blocs bleus et je veux qu'il avance. Bon, je clique, je dépose et il va avancer d'une dizaine de pas. Est-ce que mon programme peut fonctionner? Vérifions tout de suite. Remarquez que mon chat est ici en position X0. Voyons ce que cela donne. Je clique sur le drapeau vert et voyez que mon chat s'est légèrement décalé sur la droite et X est passé à 10. Le programme s'est effectué en quelques secondes. Vous voyez qu'il n'est plus actif puisqu'il n'est pas en surbrillance. Et si je continue à cliquer sur le vert, eh bien, il refait encore et encore ce fameux déplacement. Là, actuellement, je suis à x égale 60. C'est un petit peu embêtant puisque, justement, au bout d'un certain temps, vous le voyez bien, mon chat va arriver en bordure. Si je ne veux pas que ce soit le cas, je peux rajouter, par exemple ici, un bloc qu'il va falloir que je colle et séparer celui-ci, le remplacer par ce bloc. Je veux qu'il revienne à 0. Donc je lui dis si j'appuie sur le drapeau vert, alors je vais en 0, 0. Et ensuite, je me déplace. Allez, on va faire de 20 de manière à ce qu'on puisse y voir quelque chose. Regardez bien, le chat est totalement décalé. Je vais cliquer sur le vert, il est revenu sur le centre et il s'est décalé de 20. On peut apercevoir ici que x égale 20. Alors évidemment là on a fait un programme extrêmement simple, très petit, mais c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait déposer un programme à l'intérieur de la zone de codage. On va maintenant s'intéresser à la partie gauche pour voir à peu près tous les blocs. Alors on va pas tout détailler parce que ça sera très long, mais au moins déjà les grandes lignes. Donc dans la partie mouvement, on va avoir tout ce qui est déplacement, rotation. On peut se déplacer de manière aléatoire ou à un point précis. La fonction glisser est intéressante puisqu'elle nous permet de déplacer le lutin sans qu'il ne se téléporte, ça nous permet de le voir. On va ensuite pouvoir éventuellement orienter notre lutin, ajouter ou supprimer des valeurs en X ou en Y. Une fonction intéressante qui est la fonction rebondir si le bord est atteint, et mettons que vous ayez une petite balle, notre chat joue avec la balle, et vous ne voulez pas que la balle parte vers l'infini ou reste collée sur le bord, et bien vous pouvez faire rebondir la barre jusqu'à ce que le bord soit touché. Vous pouvez ensuite changer les apparences, donc faire parler votre lutin, le faire penser, c'est à peu près la même chose sauf que les bulles sont différentes. Vous pouvez le faire changer de costume, costume 1 à costume 2 si nécessaire, pour pouvoir créer une animation. Vous pouvez augmenter ou diminuer sa taille, vous pouvez faire plein de possibilités comme par exemple montrer ou cacher le lutin. Ça nous permet, mettons dans un jeu de casse-briques, d'éliminer les briques à chaque fois qu'une balle vient toucher une brique. Vous pouvez ensuite rajouter du son, donc là je vais vous laisser découvrir ça parce que c'est très amusant pour vous, mais ça n'a pas grand intérêt dans ce que j'ai l'intention de faire. On a les événements, on en a vu quelques-uns ensemble, mais il y en a d'autres qui sont très intéressants, comme par exemple la fonction envoyer à tous. Je donne un exemple.
Si mon lutin arrive, mettons, à la position x égale 50, eh bien je peux envoyer à tous le message «Je suis arrivé». Le lutin cloche qui va cette fois-ci recevoir le message «Je suis arrivé» peut à ce moment-là réagir et faire un son de cloche, pour dire que ben, il est bien arrivé. La partie contrôle, alors c'est une partie très intéressante puisque dedans on va y retrouver des fonctions essentielles. La fonction attendre, ça nous permet effectivement de créer une temporisation entre deux événements. On va avoir la partie répétée un certain nombre de fois, donc vous pouvez par exemple, je vais le mettre à l'intérieur du programme, répéter une dizaine de fois l'action qui est juste ici. Vous pouvez répéter indéfiniment, c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas de fin. Vous avez les fonctions si, alors il y en a deux, je vais les sortir pour qu'on les voit bien. Voilà, la première qui est ici, si ce qu'il va se passer dans cet hexagone, on n'y est pas encore, mais si c'est ça est vrai, alors les actions que je vais mettre à l'intérieur se feront. De l'autre côté, si les actions qui vont se passer dans cet hexagone sont vraies, alors je fais ça. Si elles ne sont pas vraies, donc je suis donc dans la fonction sinon, je vais faire ce qui est en dessous. D'accord? Donc là, c'est le si, alors, sinon. Très connu en codage. Concentrons-nous 5 secondes sur cette forme hexagonale. Il va falloir mettre quelque chose à l'intérieur. Alors, moi je sais où ils sont dans opérateurs. Dans les opérateurs, vous avez ces fameuses formes hexagonales que vous pouvez voir et les rajouter à l'intérieur. Je vais en mettre une. Voilà. Si ça c'est vrai, alors je fais quelque chose. Bon, il n'est pas complet, mais vous avez compris l'idée. Il faut mettre les formes mathématiques à l'intérieur. Je reviens sur contrôle. Vous avez les fonctions intéressantes qui sont attendre jusqu'à ce que une opération soit faite. Vous pouvez répéter une action jusqu'à ce qu'une opération soit faite. Le bouton stop tout. Alors c'est très bien, mais on s'en méfie un petit peu puisque ça coupe complètement le programme. C'est exactement la même chose que si je venais appuyer sur le bouton rouge stop qui est en haut. On va descendre un petit peu. On va aller donc dans les capteurs. Alors les capteurs sont très intéressants puisqu'ils nous permettent d'interagir entre les lutins. Vous pouvez avoir par exemple un lutin qui va toucher une couleur, vous pouvez avoir deux couleurs qui se touchent, donc à ce moment-là vous voyez que leurs formes hexagonales peuvent se mettre à l'intérieur des si. Vous pouvez connaître les distances de la souris, vous pouvez avoir les coordonnées de la souris, vous pouvez savoir si un morceau du clavier a été touché. Vous pouvez effectivement capter plein d'autres choses, capter aussi le temps et ainsi de suite. Donc là encore une fois, je vous laisse découvrir. Les opérateurs mathématiques quant à eux, ils sont assez simples, mais il faut quand même les comprendre. Vous avez les fonctions plus, moins, multiplier, diviser. La fonction aléatoire, donc c'est à vous de mettre deux chiffres et le logiciel prendra un nombre dans ces deux chiffres. Vous pouvez faire moins 1245 à plus 2000, il va prendre un chiffre à l'intérieur. Vous pouvez comparer ce chiffre aléatoire par exemple avec les fonctions de comparaison supérieure, inférieure ou égale. Là, il vous a mis 50 de base, mais vous mettez le chiffre que vous voulez. Vous avez les opérateurs logiques où vous pouvez mettre deux hexagones, comme vous pouvez le voir, et si ces deux hexagones sont vrais, il faut qu'ils soient vrais en même temps pour pouvoir continuer. Ou la fonction OU, c'est la même chose, sauf que s'il faut que l'un ou l'autre soit vrai. La fonction non, ben c'est l'inverse, en gros, de la fonction l'hexagone vrai. Vous avez en dessous, encore une fois, je vous laisserai regarder, mais d'autres possibilités. Les dernières qui sont les plus complexes, donc ce sont les variables. Vous pouvez créer des variables, vous pouvez mettre des valeurs à ces variables, leur rajouter des choses. C'est très intéressant lorsqu'on fait des programmes complexes et qu'on a besoin de retenir des chiffres. Et encore plus complexe et pour un niveau beaucoup plus élevé, vous pouvez créer des blocs qui se sont en fait des sous-programmes qui ont un petit programme à l'intérieur en gros et qui vont se créer et qui vont créer comme des blocs supplémentaires. Ça vous permet de les appeler plutôt que de devoir taper une quinzaine de fois le même programme. Vous avez qu'à rappeler un programme déjà existant. Alors, je vous ai montré rapidement tout ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. Il ne manque plus qu'une dernière fonction, c'est la fonction enregistrer et appeler un programme. Donc dans Fichier, je peux sauvegarder mon programme sur mon ordinateur. Ça me permet d'envoyer ce programme-là à votre professeur ou éventuellement d'y revenir plus tard. Donc on va faire un essai. Voilà, on clique sur sauvegarder. Il me propose de sauvegarder Scratch SB3. C'est un fichier Scratch, je vais l'enregistrer sur mon disque dur et on voit ici que ça a été rempli. Vous voyez, Scratch SB3, il est là.
Si maintenant je veux appeler un autre programme, mettons que je ne veux plus travailler sur ce chat mais sur autre chose, je vais faire fichier load from your computer. Là cette fois-ci sur mon bureau, je vais aller chercher un fichier qui s'appelle exo4 portail. C'est un SB2, vous allez me dire c'est pas un SB3, c'est en fait une version plus ancienne. Je fais ouvrir, OK, et cette fois-ci il charge mon programme. C'est un programme de programmation d'un petit portail pour des quatrièmes. Ici, vous pouvez changer de lutin au fur et à mesure. On voit qu'il y en a un petit paquet et chacun des lutins peut avoir son propre programme et interagir entre eux. Voilà, maintenant ce tutoriel est terminé. Je vous enjoins évidemment à vous entraîner d'abord et à faire des petits essais. Vous allez faire des erreurs, c'est normal, mais essayez de faire de votre mieux pour les exercices qui sont à venir.